Allez, c'est parti, on va commencer ce webinaire. Eh bien, je remercie encore une fois de plus Michel et Gérard qui m'accompagnent aujourd'hui. Michel, Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vous, ce qui vous amène à présenter aujourd'hui ce webinaire? Michel Raquin, j'anime France Processus, qui est une association qui milite pour un management transversal des organisations en s'appuyant sur les chaînes de valeur et sur les processus. Donc à ce titre, on est très heureux d'avoir avec Victor et Pixfort traité un sujet qui nous tient fort à cœur. Michel, Ah, Gérard? Gérard Maillet, co-créateur avec Michel de l'association qui va fêter ses 20 ans cette année, qui a été créée en regard de deux phénomènes à l'époque, la poussée très forte de Lean Management, du Lean Six Sigma plus exactement, et puis des éditeurs de solutions. En regard de cette poussée, on s'est dit avec Michel qu'il y avait un créneau à occuper parce que à éclairer l'impact sur le management. Eh bien, merci beaucoup, Gérard. Pour ma part, du coup, je suis directeur de Pixfort France. Je suis également consultant chez Pixfort, donc on est éditeur de logiciels. On édite un système de management de la qualité. On adresse entre autres le sujet des processus qui nous rassemble aujourd'hui avec Michel et Gérard. On vous en parlera davantage encore, mais on a coécrit avec Michel et Gérard ce livre, Managé par les processus, qui est un livre qui vous donne les bonnes pratiques du management, donc par les processus, dont on va détailler un petit peu finalement certains éléments qu'on développe dans le livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, à l'issue du webinaire, n'hésitez pas, il est disponible sur toutes les bonnes librairies. Donc, on vous donnera le lien en fin de webinaire. On va essayer en tout cas de vous donner le plus d'informations possibles sur tous les éléments qui sont développés aujourd'hui lors de ce webinaire pour que vous ayez déjà des bases solides pour ceux qui en ont besoin ou qui veulent confirmer certaines choses qu'ils connaissent déjà. Voilà, c'est un projet qui est né en fait à la base de nombreux articles, une grande base d'articles qu'on avait conçu avec l'équipe Content de Pixfort, des livres également qui étaient parus et rédigés par France Processus. On a décidé de faire une mise en commun de façon à finalement obtenir et garder la substantifique moelle des meilleures pratiques des uns et des autres pour avoir un document synthétique et pratique d'utilisation. Voilà, on va se servir aussi de ce livre, nous, Pixfort, pour structurer nos travaux futurs. Voilà, c'est un travail commun qu'on a mené avec Michel, Gérard, France Processus et Pixfort. Voilà, c'est un guide finalement assez complet que vous pourrez trouver si besoin. Aujourd'hui, du coup, le programme suit un petit peu les grandes parties abordées dans ce livre, hein, bien sûr. On va vous introduire toutes les grandes notions et on va commencer par qu'est-ce que c'est que piloter les processus versus simplement piloter les processus, pardon, versus manager par les processus. Donc, on va attaquer par cette thématique-là. Ensuite, on verra pourquoi manager par les processus, quels sont finalement les avantages, comment le faire, développer un référentiel et enfin, on verra tous les bénéfices qui peuvent en découler avec un ROI très concret, vous allez le voir. Alors, c'est parti sur la première partie, piloter par les processus versus manager par les processus. Je crois que chacun d'entre nous peut d'ailleurs observer que de nos jours, un nombre plus ou moins important d'entreprises s'intéressent à leurs processus, sous des formes d'ailleurs qui sont diverses et variées. Je dirais que même s'il n'y a pas un modèle à appliquer, on a deux grandes tendances aujourd'hui qui se dégagent, hein. Un certain nombre d'entreprises ont plutôt une démarche que je qualifierais d'organisationnelle, qui a pour but, face à une difficulté, de se poser la question de la manière dont les choses se passent, de faire souvent un petit groupe de travail, d'en chercher les raisons, d'en chercher les solutions et bien évidemment de mettre en œuvre les solutions qui ont été apportées de manière à ce que ce processus fonctionne de manière beaucoup plus efficiente. Et puis, on a une autre approche, hein, qu'un certain nombre d'entreprises, peut-être en nombre aujourd'hui pas suffisant, s'engagent réellement dans un mode de management complètement différent, qui est orienté transversal et orienté client. Et donc, manager par les processus, c'est vraiment une nouvelle manière de manager l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté forte de la direction générale d'imprimer ce type de management,
On mettra sous tension rapidement l'ensemble des processus de l'entreprise. Et les mettre sous tension pour les surveiller régulièrement, c'est nommer des pilotes de processus qui eux-mêmes auront un travail collaboratif et coopératif avec un certain nombre de contributeurs de manière à faire en sorte qu'ils analysent en commun les processus en responsabilité, trouvent les solutions et mettent en œuvre les différentes solutions qui auront été retenues. Donc on voit bien qu'on passe d'une approche que je qualifierais d'organisationnelle à une approche managériale qui nécessite, là, comme je l'ai dit, un certain nombre de modifications au sein d'une entreprise. Alors encore une fois, il ne faut pas voir à travers, je dirais, ces deux schémas qui sont peut-être un petit peu opposés, l'un qui a la primeur sur l'autre, à chacun de trouver quelle est la meilleure manière d'utiliser la mise en œuvre d'un pilotage de leur processus ou de se lancer dans un management par les processus. Tout à fait, Michel. Et pourquoi donc manager et choisir de carrément manager par les processus? Eh bien, c'est parce que, comme le disait et le sous-entendait un petit peu Michel dans les propos précédents, ça va nous permettre de faire des processus un élément de définition stratégique avec une vraie dimension structurante. Se pencher sur les processus, c'est se pencher sur la structure même de l'organisation et finalement des métiers qui vont derrière pousser tous dans la même direction pour enclencher la chaîne de valeur de l'organisation et donc produire finalement ce qui est attendu par nos clients et parties prenantes de la meilleure façon possible. Et si on structure du coup l'organisation, eh bien on doit passer par cette case des processus pour avoir vraiment cette vision chaîne de valeur qui n'est pas une vision organigramme. Ça va nous permettre de cette façon-là d'améliorer significativement la performance, puisqu'on va être du coup focalisé sur les livrables et leur qualité, avec finalement tous les maillons qui vont être de l'organisation, qui vont être mis en branle de la façon la plus correcte pour répondre à ces attentes, en enlevant bah, finalement les non-conformités, les non-efficacités, et arriver sur quelque chose qui est finalement beaucoup plus optimisé. Et on va pour ça se baser bah, sur la connaissance que l'on a de l'organisation de par la description des processus qu'on aura réalisés, et leur analyse. Donc l'analyse va nous permettre de détecter justement ces pistes de progrès et l'amélioration derrière de la performance. Les processus, c'est éminemment transverse, puisque quand on parle d'une chaîne de valeur, en fait, à tout moment de cette chaîne de valeur, on va avoir des interactions, des interfaces qui vont être réalisées et c'est pas seulement les personnes d'un service ou d'un département qui vont être impliquées, mais on se rend compte que en général, c'est toute l'organisation qui, à un moment ou à un autre, va intervenir dans cette chaîne de valeur. Et donc, on décloisonne finalement la vision organigramme organisationnelle pure à laquelle on a l'habitude. Et donc, cette transversalité a un vrai apport pour tout ce qu'on vient de dire juste avant. Donc finalement, c'est la conclusion que j'ai mise ici. Au-delà d'une base de connaissances, les processus, ça constitue un formidable outil de pilotage pour passer de la stratégie à l'action et améliorer la performance. Donc maintenant, on va voir comment manager par les processus, puisque c'est bien beau de dire tout ça, mais on va s'y intéresser plus en détail. Gérard. Nous proposons la construction d'un métamodèle en 7 étapes. Intégrer le contexte externe et interne en appliquant des approches de type SWOT, 5 forces de Michael Porter, Pestel, Canvas, la matrice de maturité dans les relations avec les parties prenantes, la matrice du BCG sur les contributions des différents segments de clientèle. Cette étape permet de confirmer les orientations stratégiques qui peuvent s'adosser éventuellement sur une raison d'être. L'étape suivante, nous allons confirmer les typologies de segments de clientèle ou de bénéficiaires, ceux actuels et futurs. Valider les offres de produits et services au regard des attentes des parties prenantes et qualifier les promesses portées par chacune des chaînes de valeur en regard des segments de clientèle adressés. Quatrième point, identifier les domaines de création de valeur ajoutée de l'écosystème de l'organisme. Prenons comme exemple une entreprise qui conduit des recherches et développements, qui fait de la co-création et qui cherche à optimiser la consommation de ressources. Ensuite, elle va fabriquer ou coproduire et ou intégrer des composants des partenaires, mettre en marché, communiquer, former, pour vendre en logique omnicanal, assurer le support à la vente, délivrer l'offre physique ou virtuelle, assurer la prévente, recycler
ou réemployés. Pour boucler cette boucle, nous allons nous employer à positionner les processus de pilotage et de support, ce qui nous donne un métamodèle sur lequel figurent nos chaînes de valeur portant les promesses de l'organisme vis-à-vis de ses marchés, les domaines de création de valeur, les processus de pilotage et les processus de support. Ceci étant fait, il va être possible de valider les priorités et de poser les grands indicateurs. Premiers indicateurs, des objectifs quantitatifs, qualitatifs et d'impact. Mais également de valider, après avoir déployé mes chaînes de valeur en macroprocessus et processus, de valider les niveaux d'influence et de dépense des processus les plus contributifs entre eux, et d'éclairer le balance scorecard en respectant les quatre niveaux traditionnels, la perspective ressources, la perspective processus, la perspective client-bénéficiaire et la perspective de performance globale. Et on se propose de rajouter une cinquième perspective, qui est une perspective que l'on peut qualifier de planète en regard des critères d'ESG. Ayant notre métamodèle, ayant nos indicateurs de performance, nous allons nous employer à positionner les grands projets, ceux pour lesquels il a été décidé d'investir et de mettre en place un management par les processus, par exemple pour développer les relations digitales, par exemple pour renforcer la supply chain, mettre en place le réglementaire ou tout simplement accompagner un projet de RP. Le métamodèle va nous servir également pour positionner les questions centrales de l'ISO 26000, sur le plan environnemental, sur le plan des bonnes pratiques des affaires, sur la protection du consommateur, sur le droit de l'homme, et les relations et conditions de travail ou les contributions au développement local dans une démarche d'économie locale. Voilà à quoi peut nous servir le métamodèle. Donc, faire partager au plus haut niveau les inflexions stratégiques, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, dont les collaborateurs, s'approprient et retrouvent du sens dans leur contribution au quotidien. Au niveau des éléments clés, qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup, Michel? Oui, alors on va rentrer dans des une approche assez, je dirais, pratique. Il demeure quand même qu'un sur un plan un petit peu plus global et stratégique au sein de l'entreprise, il est utile qu'on mixe un certain nombre d'éléments de manière à pouvoir réussir une mise en place de management par du processus. Le point le plus important, je le disais tout à l'heure en entrée, il est important que la direction générale soit complètement engagée, partie prenante dans cette action. Ça doit être elle qui doit donner le là, notamment. Et on verra que c'est de son rôle aussi de désigner, de nommer les pilotes de processus avec aussi une personne en charge d'être le porteur du projet au sein même de l'entreprise. On ne peut pas travailler sans une méthode, mais on y reviendra dans les visuels suivants, hein. Euh, L'organisation de l'entreprise va subir un certain nombre de modifications. Par exemple, on voit bien que dans la mesure où apparaissent des pilotes de processus, il va falloir définir de la manière dont ces pilotes de processus vont travailler en liaison avec les différents hiérarchiques. On sera obligé aussi au sein de l'organisation d'établir un dictionnaire des mots qu'on veut utiliser dans le cadre du management par les processus, de manière à ce que l'ensemble de la communauté parle un langage qui est identique. Il faudra choisir un outil de cartographie des processus pour qui sera développé ultérieurement notamment. La gouvernance ajustée, j'entends par là le fait que on doit redéfinir la responsabilité non seulement des hiérarchiques, mais aussi des pilotes de processus, et puis quelles sont toutes les instances à mettre en œuvre pour pouvoir assurer le pilotage des processus, travail que feront les différents pilotes. Et on peut dire qu'on en arrive à un système de management qu'on pourrait qualifier d'intégré, c'est-à-dire qu'on peut fédérer dans un même ensemble l'ensemble des préoccupations, que ce soit la qualité, que ce soit la maîtrise des risques, que ce soit la recherche d'efficience notamment. C'est ce que j'appelle un système de management qui est intégré. Tout cela conduit à ce que progressivement, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, on ait une évolution de la culture au sein même de l'entreprise qui a deux caractéristiques essentielles. Ça doit être une culture orientée client, hein, puisqu'une démarche de management par les processus est nécessairement orientée client, et puis aussi une culture de la coopération, puisque les pilotes de processus auront à travailler avec des contributeurs pour que collectivement, on analyse et on trouve les bonnes solutions.
C'est Michel. Alors, d'une manière plus pratique, on a depuis très très longtemps un slogan hein, qui s'appelle Connaître pour agir. Alors, l'idée de ce slogan, c'est de dire je ne peux pas agir de manière efficiente si je ne connais pas mes processus. Et puis souvent, j'ai coutume de dire si vous ne voulez pas agir, c'est pas la peine de connaître vos processus. Je m'excuse du clin d'œil pour ceux qui font de la modélisation de processus qui ne sert, je dirais, globalement à pas grand-chose. Alors, connaître les processus, c'est trois phases. C'est identifier les processus en les nommant. Donc, on a vu à travers ce que Gérard nous a présenté que, on part de la stratégie de l'entreprise à travers les promesses faites aux clients et on va de ce fait lister les différents clients, les différents processus, pardon, comme on va créer le sommaire d'un livre. Les affecter en responsabilité, eh bien, c'est nommer les pilotes de processus. Décrire les processus, on verra que c'est non seulement les modéliser, mais c'est aussi les cartographier. Trouver les personnes avec lesquelles on va agir, c'est engager une démarche participative. Bien évidemment, on ne peut pas travailler sans indicateur. Il y aura des travaux d'analyse et puis il faut mettre en œuvre les solutions qui auront été trouvées. Donc, on va détailler, je crois, ces différents points de manière un tout petit peu plus fine. Exactement. Et ben, on va y partir là tout de suite. On va commencer par la Voilà. première étape que tu as décrite, identifier les processus en les nommant. Voilà, identifier les processus d'enseignement, ben, c'est se donner, comme je le dis, une orientation client. Hein. On va exprimer à travers ça quels sont les produits-services qui sont délivrés à chacun des segments de clientèle considérés. On peut, à ce niveau-là, travailler en s'appuyant sur l'existence, c'est-à-dire sur ce qui se fait et en sollicitant notamment les acteurs clés. Et je ferai une grande différence entre ce que j'appellerais le réel et le prescrit. Il faut faire très attention, il ne faut pas vouloir identifier les processus à travers ce qui est écrit, mais surtout à travers ce qui se fait réellement sur le terrain. Puis on voit bien que l'ensemble des processus mérite d'être structuré pour offrir une cartographie générale. Généralement, on propose une stratification en trois niveaux, des domaines de processus, des macroprocessus et des processus. Les affecter en responsabilité, c'est nommer des pilotes de processus. Et là, on voit que ce rôle est éminemment important. C'est la raison pour laquelle, je dis souvent, il faut trouver des personnes qui sont, je dirais, en capacité de prendre en charge l'esprit même de l'entreprise, parce que le pilote de processus est porteur de cette transversalité. Rappelons que maîtriser les processus, c'est mettre la transversalité dans l'entreprise. Et donc, le pilote de processus est bien porteur de cette transversalité. C'est aussi un facteur d'équilibre au sens où, lorsqu'il va analyser les processus avec ses différents contributeurs, chacun va venir avec ses propres objectifs. Et donc, l'objectif du pilote sera de trouver quelle est la meilleure solution pour l'entreprise tout en prenant en compte des objectifs parfois antagonistes des uns et des autres. Traduire la stratégie de l'entreprise en actions concrètes, on l'a vu, hein, c'est bien le rôle effectivement du pilote. Et là, on refait le lien entre stratégie et opérationnalité. Et puis, par le pilote de processus, on va pérenniser cette démarche et continuer progressivement à développer cette culture du client, cette culture que je qualifie de coopérative. Alors tout à l'heure, Michel disait que modéliser simplement les processus peut s'avérer inutile. C'est vrai, parce que effectivement, il s'agit au-delà de les modéliser, de les cartographier, c'est-à-dire de les recenser, de les lier entre eux, de montrer finalement qu'ils font partie d'un tout, le tout étant du coup finalement défini et aidant à définir d'ailleurs la stratégie de l'organisation. Donc, pour décrire ces processus, non seulement il faut le faire finalement dans un référentiel centralisé, mais en plus, mieux vaut s'appuyer sur une méthodologie qui va être comme un dictionnaire, hein, comme l'évoquait Michel tout à l'heure, commun à tous et toutes, dans lequel, du coup, finalement, chaque pilote de processus va pouvoir représenter lui-même ou faire représenter les processus, les procédures, les instructions de son pôle. Et donc là, si du coup on va pas définir finalement cette grammaire, ce vocabulaire commun, eh bien on se tire un peu une balle dans le pied parce que ça va être plus difficile de
d'interfacer les différents processus de l'organisation et de visualiser la chaîne de valeur. Donc, bon, là, je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais il y a des méthodologies qui existent et nous, celle qu'on recommande, c'est la méthodologie Calligram, publiée à la FNOR au début des années 2000, dans le petit livre que vous voyez dans le coin. Et donc, cette méthodologie qu'on ne sort donc pas du chapeau, elle permet de vulgariser cette approche. Donc, on choisit une méthodologie, par exemple Calligram, et on va, au sein de ce vocabulaire-là, de cette méthodologie-là, représenter l'ensemble des processus, des procédures et des instructions de l'organisation. On va faire ça par itération. Donc, l'idée, c'est pas forcément de partir tout de suite de ce qui est très opérationnel, qui est certes très utile, mais qui peut partir dans un mauvais sens, justement, si on manque de vision d'ensemble. Donc, on va plutôt commencer dans une approche plutôt top-down, par modéliser la cartographie générale de l'organisation. Il y a un exemple ici, hein, comme vous voyez, avec les traditionnels groupes processus management ou processus management, pardon, réalisation ou support. Donc, on va retrouver dans ces grandes familles eh bien, les macro-processus de l'organisation dans lesquels on va voir vivre l'ensemble de ces activités. Donc, mieux vaut commencer à ce niveau-là, on a un certain recul, puis seulement, une fois qu'on a fait ça et qu'on a du coup identifié la chaîne de valeur de chacun des processus et finalement les activités principales, ensuite aller vers la modélisation des niveaux détaillés. Donc, on va venir incrémenter dans notre cartographie des processus. Et donc, on va retrouver à ce moment-là le lien vers la documentation métier, éventuellement vos logiciels tiers, etc. En fait, finalement, c'est ces niveaux détaillés qui vont permettre de déterminer les rôles et responsabilités de chacun et donc d'impliquer chacun de vos collaborateurs finalement dans cette approche et cette démarche processus. Donc voilà, on commence d'abord par le macro et on va ensuite vers le plus opérationnel, une fois qu'on a bien sûr priorisé les travaux comme on l'a indiqué. L'idée, c'est que tout ça, ça se fasse bien sûr dans une démarche participative qui est enclenchée par les pilotes de processus et par la direction qui va être sponsor, hein, bien sûr, de tout ça. On en parlait notamment dans notre grande enquête biannuelle, le baromètre de la performance des organisations. Il y a un rapprochement permanent des fonctions qualité vers la direction générale des organisations ces dernières années, notamment ces 10 dernières années. Et c'est un très bon point, puisque sans cet appui, il est compliqué de mettre en place toutes les instances finalement qui vont nous permettre de pérenniser cette démarche participative. Puisque, comme on le voit, il faut non seulement gérer le système de management, hein, on va retrouver la cartographie des processus, on va pouvoir raisonner sur ces processus et enclencher les actions d'amélioration. Mais il faut aussi du coup que les pilotes aient le champ libre pour pouvoir organiser les différentes instances, suivre leurs indicateurs, piloter leurs processus, surveiller justement les résultats que ces indicateurs vont donner par rapport aux attendus et pouvoir proposer eux-mêmes ces actions d'amélioration. Puisque si on n'a aucun lien avec le terrain, finalement, on accède à une forme de déconnexion. Et si on n'a pas de sponsor de la direction, on n'avance pas, on n'a pas les moyens humains, financiers ou autres pour accomplir cette vision et ce cercle vertueux que vous voyez à l'écran. Les indicateurs, du coup, qui doivent mesurer finalement la performance des processus et du coup, finalement, concrétiser un petit peu tout ce qu'on a vu ici, parce que quand on dit qu'on veut manager par les processus, le but, c'est d'obtenir des résultats. Je vois que dans les questions, on aborde le sujet, par exemple, de la performance. Bah oui, la performance, elle se mesure avec des indicateurs. Et du coup, chaque processus doit être évalué comme l'organisation selon des indicateurs précis qui lui sont spécifiques. C'est ce qu'on voit sur le point 2 par rapport à ces finalités. Et ces finalités, bien sûr, si on a bien construit notre cartographie des processus, eh bien, elles sont parfaitement alignées. Et donc, on va avoir des finalités complémentaires qui vont nous permettre d'accéder à une meilleure performance. Donc voilà, ça c'est une réponse très haut niveau, hein, finalement, Françoise. On pourra aller plus dans le détail tout à l'heure. Et donc, si on met en place derrière des tableaux de bord qui vont nous permettre de suivre un petit peu l'atteinte des résultats de ces indicateurs, des objectifs qu'on s'est donnés sur ces indicateurs, eh bien, on va avoir aussi une vision de l'efficacité de ce qu'on met en place et des conséquences des actions d'amélioration qu'on a menées. Pour ça, rien de tel que mettre en place des instances périodiques qui vont nous permettre régulièrement d'évaluer les mêmes indicateurs et donc de pouvoir voir comment l'ensemble évolue. Idéalement, si on peut mener ces revues périodiques de façon transverse avec les différents pilotes de processus, eh bien, on peut avoir aussi une vision générale de la performance de l'organisation.
Analyser les processus de manière périodique, c'est le rôle d'un pilote de processus avec ses différents contributeurs. Et on voit bien que l'analyse des processus répond à trois grands objectifs, ce que j'appelle réguler, c'est-à-dire un processus commence à, je dirais, se gauchir un petit peu et donc il faut le rétablir dans sa situation initiale. Donc on a à ce niveau-là des petites actions de correction. On peut l'améliorer, c'est-à-dire y apporter un certain nombre d'améliorations qui, sans être très significatifs, apportent du confort même et répond à des demandes qui sont faites aussi bien par les clients que par d'autres parties prenantes. Et puis, on a un troisième type d'action qui est ce que j'appelle la transformation, qui est vraiment de modifier complètement le processus de manière à ce qu'il corresponde à quelque chose de complètement différent. Et on voit qu'à ce niveau-là, on a deux grandes actions qui se nomment la surveillance permanente, c'est-à-dire s'assurer de manière permanente que les processus fonctionnent bien, et ça répondra derrière à des actions de régulation et d'amélioration. Et puis, on peut avoir des analyses événementielles, par exemple, une transformation au sein de l'entreprise, l'arrivée d'outils informatiques nouveaux, la volonté d'être plus concurrentiel, une réorganisation, donc va forcément apporter des transformations fortes au niveau de l'ensemble des différents processus. Alors, pour pouvoir, et encore une fois, on n'analyse pas tous les processus en même temps, hein. Il faut toujours poser la question de quels sont les processus qui méritent une certaine analyse. Et pour ce faire, il y a des outils assez simples. Il suffit de créer une simple matrice pour s'assurer, pour chacun des processus, comment ils peuvent répondre de manière plus ou moins forte euh, aux différents actes stratégiques de l'entreprise. Pour les processus que l'on souhaite analyser, le pilote de processus va réunir des contributeurs et avec eux va tenir une réunion en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir définir quelles sont les difficultés observées pour ce processus, quelles sont les solutions qu'on peut apporter et quelles sont derrière les actions qu'on va pouvoir lancer. Alors, vous voyez apparaître à ce niveau, sur ce visuel, trois niveaux. Le niveau le plus fréquemment utilisé, c'est ce qu'on appelle la revue de processus. Et là, beaucoup d'entreprises, de manière trimestrielle, voire semestrielle, conduisent des revues de ce type qui se traduisent par des plans de progrès qui sont ensuite mis en œuvre au niveau local. On s'appuie bien évidemment sur des indicateurs, mais aussi on peut avoir une approche beaucoup plus stratégique et notamment établir ce que j'appellerais un plan d'action stratégique processus sous l'égide d'ailleurs de la direction générale. Et il est clair que l'entreprise qui arrive à avoir ces instances à deux niveaux, une instance très opérationnelle, la revue de processus, et une instance un peu plus stratégique, qui est la revue stratégique, a intérêt à ce que les plans d'action qui seront définis par le pilote de processus soient validé par la direction générale de manière à ce que le pilote de processus se sente tout à fait à l'aise pour ensuite conduire ces différentes actions. Une revue stratégique est une revue annuelle. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, regroupent ces deux instances, la revue stratégique et la revue de processus, de manière à travailler aussi bien sur ce que j'appellerais le niveau opérationnel et le niveau stratégique. Alors, dans le visuel suivant, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer très schématiquement comment peut se passer une revue de processus. Bon, il est clair que le pilote de processus a en tête tous les enjeux du différent processus, enjeux qui ressortent d'ailleurs des enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc, le pilote de processus doit réunir ce que j'appellerais les contributeurs cœur de métier, c'est-à-dire tous les contributeurs qui font partie de son processus, mais aussi des contributeurs des fonctions support. Il est clair que dans une revue de processus, si on veut trouver sur un processus X ou Y un certain nombre d'évolutions, il faut qu'en parallèle, le responsable, par exemple, des risques, dise attention, dans ce processus-là, en le modifiant de telle ou telle manière, est-ce qu'on on prend bien en compte l'ensemble de la notion de risque dont je suis le porteur? Une revue de processus nécessite qu'en amont, on ait un certain nombre d'éléments. On ait les cartes de processus,
on connaisse les actions qui ont été réalisées antérieurement et qu'on s'appuie sur les tableaux de bord et sur les mesures qui auront été faites. Et on va donc générer en aval de la revue de processus de nouveaux objectifs pour ce processus, des plans d'action qui peuvent être à court ou moyen terme, et on peut avoir un certain nombre d'idées qui vont aller nourrir le plan stratégique tel que je le montrais tout à l'heure. Et puis analyser périodiquement les processus nécessite que derrière, on mette en œuvre finalement les différentes actions qui ont été décidées. Donc, on va s'appuyer sur des méthodes et des outils, et puis surtout, ne pas oublier de conduire le changement comme dans tous les autres projets. On va se concentrer maintenant sur le développement du référentiel et c'est Gérard qui va nous en parler. Et j'espère que le son est meilleur, je suis C'est bon. désolé. L'ensemble des fonctions support, mais également des fonctions opérationnelles. J'en veux pour preuve lorsqu'une entreprise met en place une digitalisation de ses relations avec ses clients, eh bien, il y a besoin de réexaminer l'enchaînement des activités des processus. Et donc, on voit de ci, de là des projets qui sont conduits avec un regard parcellaire, très souvent, sur comment une modification, notamment sur la digitalisation des relations, vient impacter les activités elles-mêmes, celles à valeur ajoutée et celles sans valeur ajoutée, les processus. Et l'ambition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des métiers, qu'ils soient au risque, qu'ils soient au contrôle de gestion, qu'ils soient au niveau de la qualité, qu'ils soient au niveau des méthodes, aussi au niveau des RH pour anticiper l'évolution des fonctions. Enfin, on voit bien en ce moment avec la poussée de la technologie IA, quelles seront les nouvelles compétences dont nous aurons besoin demain, quels sont les impacts par rapport aux compétences actuelles et futures. Donc, l'ensemble des acteurs de l'entreprise ont besoin de clarifier quelles sont les activités qui sont sous leur responsabilité et qui doivent être modélisées et surtout partagées. Et donc, l'idée n'est pas de démarrer un chantier de mise en place d'un référentiel de processus, c'est de s'assurer que toutes les, tous les projets qui vont être engagés vont nourrir ce référentiel de processus. Victor évoquait tout à l'heure un cadre méthodologique, le calligramme. Ben voilà, on s'entend sur un cadre de représentation des activités des processus et l'ensemble des chantiers doivent s'adosser sur un cadre partagé avec une nomenclature, un vocabulaire qui est aussi compris par tous les acteurs d'entreprise. Et progressivement, nous allons nourrir ce référentiel de processus. Un des acteurs ô combien important, deux acteurs ô combien importants, le contrôle de gestion lorsqu'il met en place des méthodes de type ABM ou ABC, et la DSI qui doit en permanence piloter l'évolution de son portefeuille applicatif en fonction des attentes des métiers. Donc, progressivement, on va mettre en place ce référentiel processus et qui servira probablement sur la partie CSRD. Je vois qu'il y a une question, nous y reviendrons probablement plus en avant. Merci. Alors, les bénéfices maintenant de l'approche processus, puisque bon, si on fait tout ça, c'est pour en retirer des bénéfices et on voit que ça préoccupe aussi ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, bah, l'idée, c'est déjà de répondre aux justes besoins des clients. Donc, qui dit répondre justement aux besoins, dit intégrer leurs exigences. Donc, ça peut être des exigences finalement qui sont relatives à des certifications qui sont attendues, hein. On a donc, comme vous le savez, des entreprises qui exigent que leurs fournisseurs, par exemple, soient ISO 9001 ou autres. Donc, ça peut être ça. Ça peut aussi intégrer des exigences qualité au sens large ou autres. Et ça peut être des exigences RSE maintenant, qui sont de plus en plus intégrées dans la vision qu'on a des processus et du coup dans la description qu'on va en faire. Dans la nouvelle ISO 9001, effectivement, on va prendre en compte ces thématiques-là également. Euh, on va devoir du coup identifier assez finement les dysfonctionnements en mettant en place ce management par les processus. Et donc ça va nous permettre aussi de s'améliorer et d'être meilleur. Et de répondre aussi de manière plus adaptée et de manière moins efficiente aux besoins de ces clients-là, avec une prise en compte forte aussi des évolutions du marché, puisque qui dit processus qui sont régulièrement analysés via par exemple le mécanisme des revues qu'on a vu tout à l'heure avec Michel, dit aussi des processus d'entreprise évolutifs et donc plus performants, plus souples et du coup une entreprise, même si c'est un mot qu'on utilise un peu moins en ce moment, plus agile. On a une réactivité du coup qui va par conséquent être plus élevée et des processus qui vont comparativement s'avérer meilleurs que ce qu'on pourrait retrouver chez les concurrents qui n'ont pas ce genre de démarche-là en place.
Ça nous permet aussi, ces bénéfices, enfin, dans les bénéfices, hein, on peut voir aussi le fait de se poser les bonnes questions, le fait de prendre une recul sur l'organisation, comme on le disait, hein, tout à l'heure, c'est une démarche qui est structurante, comme on l'a indiqué, qui permet en fait à tout à chacun qui visualise la cartographie des processus, par exemple, de voir quelle est la raison d'être de l'organisation et voir quelle est sa chaîne de valeur et comment finalement, au travers de ces différents processus, eh bien, on s'améliore, on produit la valeur d'une certaine façon qui va répondre aux attentes qui sont celles des clients. Donc, toujours dans cette logique d'amélioration, on peut accroître aussi, grâce à cette démarche processus, la motivation, le sentiment d'appartenance des parties prenantes internes. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans cette période aujourd'hui d'incertitude, où on a des forts turnovers aussi qu'on constate un peu dans toutes les organisations, dans la période post-pandémie finalement, où il y a eu énormément de choses et de fondements au niveau du monde du travail aussi qui ont été remis en question. Donc finalement, quand on est capable de délivrer une vision claire d'une organisation, eh bien, on va fédérer, puisque en fait, on sent qu'autour de nous, il y a un cadre qui a du sens. Et du coup, cette production de sens, elle va nous pousser, eh bien, du coup, à s'engager pour servir ce sens, les objectifs de l'organisation, du coup, qui est clairement défini et piloté. L'avantage aussi, c'est que ben, vu que c'est une démarche participative, les parties prenantes vont pouvoir, internes, vont pouvoir finalement construire aussi ce sens. Et donc, ben, quand on participe à l'élaboration du sens, on est forcément plus impliqué. Donc, il y a vraiment un fort enjeu de rétention aussi grâce à cette approche processus. Le cassage de silo, on en a parlé déjà pas mal précédemment, hein, l'approche transverse des processus, le fait que finalement on casse la vision organigramme, on est vraiment dans la chaîne de valeur, donc on permet aux équipes des différents départements d'interagir directement entre eux et on montre en fait que chaque interaction est indispensable finalement, on aura analysé, optimisé les processus et on se rendra compte du coup de l'importance aussi eh bien, des autres métiers, des travaux réalisés par les autres métiers, chose que sans vision globale, on n'a pas. Et donc, ben, on va arrêter peut-être de critiquer le travail je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, du RH. On dit, bon, bah, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans son coin, etc. Bah, si, justement, on a la vision, on peut voir ses processus. Et en fait, on voit qu'il y a plein d'actions qu'il fait qu'on ne connaît simplement pas. Voilà, qu'on ne voit pas passer parce que ben, il travaille avec d'autres parties prenantes, mais que voilà, il y a quelque chose d'effectif dans ce qu'il fait et que du coup, ben, derrière, on va avoir une mise en valeur finalement de ce qu'il fait et donc des silos qui vont d'autant plus s'effriter puisqu'on va aussi reconnaître la valeur du travail de chacun. L'harmonisation des pratiques, puisque, ben, comme on l'a dit, hein, quand on crée des référentiels communs et partagés et transverses, comme ben, un référentiel de processus, on va avoir finalement des méthodes qui vont être partagées, une diffusion aussi facilitée, puisque tout va être centralisé, chacun va pouvoir contribuer à ce système de façon compréhensible par les autres et non pas chacun dans son petit coin avec son propre format de fichier, son propre espace documentaire qui est peut-être pas celui qui est partagé par le reste de l'organisation. Du coup, on contribue à établir un système qui est cohérent et qui permette une centralisation de l'information et donc plus d'efficacité encore une fois. De la même façon, on va fluidifier les transferts de compétences et faciliter l'onboarding des nouveaux collaborateurs, hein. Ils vont pouvoir très facilement avoir accès à leur processus, prendre connaissance de leur rôle et responsabilités. Et du coup, ben, on va gagner énormément de temps. Plutôt que de solliciter le collaborateur, le manager, il va pouvoir aller consulter les processus et il va pouvoir du coup monter en compétences, savoir quelle documentation métier il doit utiliser, quels outils, dans quel ordre, à qui parler, etc. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a la rétention aussi qui rentre dans ce jeu-là, et le fait aussi qu'on ne perde pas la connaissance des gens qui partent de l'organisation, puisque eh ben, ce qu'ils ont réalisé est documenté dans les processus que l'on conserve au sein de l'organisation. Donc on capitalise aussi sur ces savoirs des collaborateurs qui passent par l'organisation, même après leur départ. Voilà, globalement, donc, je détaille, je vais aller vite parce qu'on arrive en fin de période, mais voilà, on a vu que s'appuyer sur un modèle nous permet de nous améliorer, de répondre aux enjeux de performance avec une meilleure connaissance et une maîtrise finalement des coûts engagés, des actions engagées
et de notre chaîne de valeur. On va pouvoir, du coup, en se posant sur l'analyse des processus, identifier les chaînes sans valeur ajoutée, les étapes sans valeur ajoutée, pardon. Donc, dès que je vois que très concrètement, la donnée d'entrée d'une action est la même que la donnée de sortie, eh bien, je sais que concrètement, cette action est sans valeur ajoutée, je peux l'enlever. Donc, on va avoir, bon, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais globalement, avec cette vision processus, on va pouvoir faire ça à tout niveau de l'organisation, à tout niveau de détail. Donc, je pense que ça répond un petit peu à la question qui avait été posée par Françoise. En partie, on pourra détailler encore. Et on peut intégrer assez facilement, toujours aussi par rapport à cette question qui avait été posée, l'intégration de la vision des risques, la cartographie des risques. On va pouvoir en fait les lier au processus, voir quels sont les processus sur lesquels on a le plus de risques critiques qui pèsent, par exemple, et donc sur lesquels on va devoir travailler particulièrement. Et on va aussi pouvoir prendre en compte toutes les perspectives RSE. Donc, typiquement, je connais mes processus, j'ai documenté mes processus, donc je vois là où finalement, par exemple, j'ai des impacts environnementaux, et donc je peux, de la même façon que j'ai optimisé mes processus de production, eh bien, modifier mes processus pour répondre aux exigences RSE, pour être plus respectueux de l'environnement, de la qualité de vie au travail de mes collaborateurs, etc. Et je peux m'aligner, bien sûr, avec mes objectifs. Et donc, si, dernier bénéfice, bien sûr, si je me connais bien, je peux plus facilement évoluer. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour une organisation. Donc, avoir une cartographie des processus qui est claire et maîtrisée, ça permet plus facilement de la réformer et de la changer si on doit, par exemple, avoir une nouvelle activité qui arrive parce on a acquis une nouvelle structure, ou à l'inverse, si on se sépare de certaines activités, les processus permettent de voir les interfaces qui existent au sein de l'organisation et de travailler sur ces interfaces quand il y a des modifications qui se déroulent. Donc, on maîtrise beaucoup mieux les impacts puisqu'on en a une vision claire, on a une vision claire en fait de ce qui va être modifié à l'avance. Très concrètement, donc ça, c'est pas nous qui la sortons, cette étude, un CIBM. Grâce à un management par les processus, on peut obtenir jusqu'à 20% d'amélioration de la marge d'une entreprise. Donc, 20% de la marge, vous voyez, c'est un résultat qui est assez conséquent et qui est très concret. Et ça, on l'obtient en augmentant la productivité, grâce, comme on l'a dit, à l'analyse des processus, à leur optimisation, entre autres, et aussi à la baisse des coûts cachés, puisque finalement, on enlève les étapes sans valeur ajoutée, on maîtrise mieux nos savoir-faire, on gère mieux nos turnovers, on capitalise mieux sur les nouveaux arrivants et on garde le savoir, on a de la rétention de savoir quand on a des départs. Et donc, tout ça, ça nous permet d'augmenter jusqu'à 20% notre marge. Donc, c'est très, très concret. Allez, pour les clés de succès, je te laisse le mot de la fin. Je pense que l'expérience qu'on peut avoir sur la mise en œuvre de pilotage par les processus montre qu'il y a des clés de succès sur lesquelles il faut faire très attention, ne pas confondre but et moyen, hein. Le management par les processus n'est pas un but, c'est un moyen pour être performant. L'implication de la direction générale, on a déjà beaucoup insisté, mais c'est sûr qu'on ne part pas sur un management par les processus sans l'implication de la direction générale. Il faut se donner du temps, hein, puisque ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain. Le choix des pilotes de processus, pour moi, est très, très important, puisque ce sont eux qui vont réellement faire vivre cette nouvelle organisation, et c'est plutôt des personnes qui sont très en vue au sein de l'entreprise. Savoir adapter sa démarche à son contexte, hein. Une entreprise est comme un corps, sa vie, donc il y a des évolutions qu'il faut prendre en compte. Un langage commun pour faciliter la compréhension. Tout à l'heure, je vous parlais de créer son dictionnaire de manière à ce que derrière les mêmes mots, on ait les mêmes représentations. La culture du client coopérative, la culture de la mesure. Si on veut mesurer les progrès au niveau des indicateurs, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs de niveau quantitatif. Et puis, comme Gérard l'a montré, le référentiel des processus doit être un référentiel dit d'entreprise. Et moi, j'insiste beaucoup en disant toujours, attention, il n'y a pas un gabarit qu'on va plaquer dans chaque entreprise, à chacun son propre modèle, en partant d'un certain nombre d'éléments dont on a rapidement montré quels étaient ceux à utiliser. Merci beaucoup, Michel, pour ce mot de la fin. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche effectivement qui doit être particulièrement adaptée à chaque organisation, puisque de toute façon, quand on décrit les processus, c'est les processus de son organisation et deux organisations vont jamais avoir les mêmes. Et dès qu'on va piloter derrière, ça va dépendre aussi beaucoup du capital humain, de la volonté de la direction générale, des objectifs qui sont fixés, donc là, qui sont encore une fois pas réplicables d'une entreprise à une autre. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura donné des clés de compréhension
pour vous équiper et pour du coup manager votre organisation par les processus. Donc, je rappelle que on a écrit un livre à ce sujet avec Michel et Gérard et bien sûr également Mylène qui a participé, Virginie Boulanger également, Édouard Coetzee. Donc, on va vous envoyer le lien également sur le chat là, si ça vous intéresse de commander ce livre aux éditions AFNOR, qui a été donc publié en fin d'année dernière. Vous pouvez retrouver aussi sur cette slide les contacts de Michel, Gérard et moi, donc sur le côté. Donc, n'hésitez pas à prendre note des adresses email si vous souhaitez nous contacter pour échanger suite à tout ça ou nous rajouter sur LinkedIn, par exemple. Je vous invite aussi assez fortement à suivre les pages LinkedIn de France Processus, qui est l'association dirigée par Michel et Gérard, donc, avec énormément de contenu très, très intéressant. Voilà, il est possible d'adhérer également à l'association. Vous voulez peut-être en dire un mot, Michel, Gérard? Comment adhérer? Peut-être qu'on réponde peut-être aux questions, parce que Très bien. moi je dirais, si les personnes souhaitent effectivement se renseigner, aller sur notre site qui s'appelle www.pilote de processus, franceprocessus.org. Très bien, voilà, comme votre nom de domaine là qu'on voit Tout ici à affiché. fait, oui. Parfait. Et donc, vu que j'ai vu que la question avait été posée également, on a organisé une démo du logiciel Pix4, donc c'est jeudi prochain, le 30, à 16h30 heure France, 10h30 heure Amérique du Nord. Donc, n'hésitez pas, le lien vous est partagé également dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous a intéressé, puisque ce logiciel Pix4 Process va vous permettre de mettre en place un petit peu ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va attaquer les questions, puisqu'il y en a un certain nombre. Alors déjà, on a, je pense, commencé un petit peu à répondre partiellement à la question de Françoise, donc on va peut-être terminer de répondre. Elle a posé deux questions qui se recoupent un petit peu, donc je vais vous les poser, Michel, Gérard. Donc elle demande comment le management par les processus peut-il répondre à la fois aux besoins de performance et aussi ben, à l'ISO 9001, aux nouvelles exigences ESG, et parce que en fait, elle trouve que c'est difficile en fait de bien identifier les macro-processus pour qu'ils soient vraiment au service des besoins de l'entreprise, de sa vision, de ses objectifs. Et donc, en plus, il y a tous ces référentiels à prendre en compte. Donc voilà, qu'est-ce que vous conseillez en fait pour tout ça? Je veux bien prendre la question là, sur cet Ouais. aspect CSRD ESG. Nous avons passé très rapidement tout à l'heure le métamodèle, hein, où on représentait les domaines d'équation de valeur, nos chaînes de valeur, et puis on a illustré les questions centrales de l'ISO de 26000. Et quand on regarde les obligations de la CSRD, ça porte sur les indicateurs environnementaux, émissions à gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, l'utilisation des ressources naturelles, la gestion des déchets, la biodiversité, et puis également les indicateurs sociaux sur la diversité et l'inclusion, les conditions de travail, les droits de l'homme, la formation, le développement et l'engagement des parties prenantes. Et si on prend une attention particulière sur la construction de ce métamodèle et qu'on regarde ces questions centrales, les intersections, de valeur peut apporter un éclairage, positionner les indicateurs qui vont nous servir à publier nos rapports extra-financiers. Parce qu'en regardant plus attentivement, mais on peut aller un peu plus loin si vous le souhaitez, comment prendre en compte et positionner les bons indicateurs au niveau des activités des processus pour construire progressivement mon reporting extra-financier. Merci Gérard. Si Françoise, la réponse vous éclaire un peu plus. Merci Gérard. La réponse, d'ailleurs, il y a eu à la fin de ton intervention, il y a de nouveau un tout petit peu de frise sur ton micro, donc je ne sais pas si tu peux refaire ta magie de tout à l'heure. Alors, je vais Euh, me rapprocher encore un peu plus. Et puis, il y avait une question de François sur identifier, cartographier les Oui, macroprocessus et les processus. Il y avait une autre question également qui demandait comment éclairer oui, macroprocessus et processus. Je vais prendre un exemple dans le secteur bancaire. On va avoir une chaîne de valeur qui va satisfaire les activités de banque de détail. Et puis, je vais probablement avoir des macroprocessus pour traiter de la banque au quotidien, de l'épargne, du financement. Et puis, ensuite, je vais pouvoir positionner et déployer mes processus. Et les déployer au bon niveau de maille si j'ai les projets à conduire. Voilà une façon d'éclairer les fractures ou les scissions entre chaîne de valeur, macroprocessus, processus. Mais comme le précisait Michel, le vocabulaire vous est propre. C'est-à-dire, il suffit que vous ayez un thésaurus qui soit partagé par la majorité des utilisateurs logiciels de démarches de management pour les processus pour que vous utilisiez votre propre terminologie. pour compléter aussi votre réponse à cette question, et là je prends ma casquette d'éditeur de logiciel, eh bien, pour
rendre les processus au service de la performance de l'organisation et de ses besoins, je préconise assez fortement de digitaliser votre démarche processus, de passer du coup sur un système de management de la qualité tel que Pix4 par exemple, bien sûr. Et du coup, ben, ça va vous permettre de partager en fait beaucoup plus facilement ce que vous allez faire. Et donc, si vous documentez finalement vos processus, vous allez, comme on l'a dit, pouvoir structurer l'organisation selon une vision alignée avec votre stratégie, hein, parce que le but en fait de faire tout ça, c'est quoi? Le but, c'est de s'assurer que toutes les activités de l'organisation est bien alignées avec ce qu'on a décidé qu'elle fasse au service de ses clients. Et donc, ben, si vous avez digitalisé cette démarche, vous allez avoir une grande facilité à la partager et donc à diffuser les processus et les bonnes pratiques pour qu'elles soient appliquées sur le terrain et donc avoir les gains en performance espérés. Donc voilà, en complément des apports de Michel et Gérard, il me semble que c'est important de le préciser. Je vois passer une question assez fréquemment sur la formation. Euh, Vous pourrez regarder, mais France Processus a monté des modules de formation qui permettent de former des personnes qui souhaitent effectivement être beaucoup plus au courant de toutes ces méthodes que on vous a présentées. On a notamment, pour les personnes qui le souhaitent, un cursus de 3 jours chez AFNOR qui permet de faire le point finalement sur tout ce qu'il est important de connaître pour mettre en place un pilotage par les processus. Effectivement, merci. Comme ça répond à la question effectivement de Ouais. Mina. Sur la question du vocabulaire, hein, d'ailleurs, Mina posait la question du vocabulaire, on parle de processus, de macro-processus, quelle est la différence? Ça peut, comme le disait Gérard, varier aussi en fonction des organisations. Ah bah, de toute façon, moi je dis que au sein d'une entreprise, chaque entreprise peut employer son propre langage. L'important, c'est d'avoir défini pour chacun des mots quelle est sa signification, de manière à ce que quand je parle processus, on réagit de la même manière. Quand je parle de macro-processus, on voit ce que c'est, et non pas être devant des personnes qui ont le sentiment de se comprendre tout en ayant des représentations complètement différentes. Donc bien souvent, avant même de commencer une démarche, en 15-20 mots, on a intérêt à créer ce que j'appellerais son propre dictionnaire. Tout à fait. Et en général, il y a des, voilà, il y a des troncs communs, on va dire, par secteur d'activité, des fois qui se détachent. Donc, on peut se baser un petit peu sur ces troncs communs. Oui, Je tout à remonte un fait. peu dans, pardon, excuse-moi. Je remonte un peu dans la liste des questions. Je reprends la première qui avait été, une des premières qui avait été posée. Comment peut-on appréhender et maîtriser l'approche processus par rapport à la prochaine révision de la norme ISO 9001, dont on dit qu'elle sera axée sur le développement durable, la digitalisation, justement, des processus dont on a évoqué. Donc, adopter un SMQ, ça va aider dans le sens digitalisation, mais par exemple sur du coup développement durable, etc. Justement, comment l'appréhender ça au vu de la Alors, future? on voit bien que dans nos domaines de création de valeur, que nous avons zappé ou exploré tout à l'heure très rapidement, on parle bien de co-création, on parle de préoccupation sur la consommation des ressources, partant du principe que les ressources naturelles ne sont pas indéfiniment utilisables, il faut se contraindre. Et puis on voit en bout de chaîne de valeur qu'on se préoccupe de plus en plus du réemploi ou du recyclage. Et donc, on peut très bien intégrer dans mon regard, mais c'est en cela qu'il nous faut avoir un partage au plus haut niveau dans l'entreprise, pour s'assurer que c'est une préoccupation et non pas la réponse à une contrainte de reporting, que dans la construction des offres, on se préoccupe dès l'origine de la co-création et de l'emploi des ressources, et en bout de chaîne du réemploi. Et un très bel exemple, c'est les jeans 1083 avec le tissage de Charlieu, qui s'emploie à fabriquer en France des jeans avec deux jeans qui ont été euh, retravaillés et réinsérés dans le circuit. Donc on voit qu'il y a quelques entreprises en France qui s'en préoccupent et on peut le représenter sur des données qui sont traversées par Merci Moi, je Gérard. me permettrais Ouais. d'apporter, non pas un éclairage complémentaire, mais une vision un peu différente. Finalement, connaître ces processus, c'est connaître son fonctionnement. Bien. Et si je connais mon fonctionnement, après, je m'appuie sur ce fonctionnement pour répondre à mes différents enjeux. Donc, si j'ai un objectif de faire de la qualité, comme notamment la norme ISO le propose, eh ben, je vais regarder comment, à travers mes processus, faire de la qualité. Si j'ai envie de faire de la productivité à outrance, je verrai comment faire de la productivité. Si je veux faire du RSE, je verrai comment faire du RSE, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut que chacun comprenne bien, c'est que modéliser ou décrire ces processus, c'est mettre à plat son fonctionnement, c'est le connaître. Et en fonction de la connaissance de son terrain,
eh bien, on va conduire les actions au regard de la stratégie de l'entreprise. Et on est capable, comme je le signalait Gérard, euh, à travers les connaissances de mes processus, de savoir comment demain je peux faire du RSE dans mes différents processus.